TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La première session des assises de 2021 à 2022 de la Cour d'appel de Kara est ouverte. L'institution va tabler sur les dossiers de criminalité dans la localité. Et puis l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, veut faire du respect des mesures d'hygiène une culture. Une mission sillonne à cet effet plusieurs entreprises industrielles de la capitale pour une inspection et un rappel à l'ordre si nécessaire. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwadan. Compte rendu du Conseil des ministres du 16 juin 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 5 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret autorisant la cession au secteur privé de tout ou partie des actions de l'État dans le capital de la société Mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA. Ce décret vient parachever le processus d'entrée au capital de 2 nouveaux actionnaires, en l'occurrence PIA et Arise Special Economic Zone, afin de mieux mobiliser l'outil pour accompagner la stratégie de développement agro-industriel de notre pays, notamment dans le cadre du développement de la plateforme industrielle d'Adéti-Copé. En effet, le gouvernement a souhaité nouer un partenariat stratégique avec PIA et Arise. Ce partenariat vise à relever les défis rencontrés dans la mise en œuvre du mécanisme du MIFA, notamment en matière de financement de l'agriculture, en particulier la focalisation sur des filières prioritaires, l'amélioration des revenus des producteurs et la fourniture en quantité suffisante de matières premières aux industries locales. À l'issue de cette décision, les actionnaires du MIFA SA sont l'État togolais, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, Arise Special Economic Zone, PIA. L'État togolais, dans sa dynamique d'établir des partenariats publics-privés, reste ouvert au renforcement de la participation du secteur privé dans le capital de la société. En effet, l'État togolais n'a pas vocation à perdurer dans l'actionnariat du MIFA SA dès lors que le secteur privé souhaiterait y entrer. Le gouvernement tient à rassurer l'ensemble des bénéficiaires du MIFA SA qui sont sous contrat qu'ils continueront à être accompagnés conformément aux engagements pris précédemment. Le Conseil a ensuite examiné 3 projets de décret de déclaration d'utilité publique et d'autorisation de travaux. Le premier projet est relatif aux travaux d'aménagement de la zone autour du carrefour dénommé Fontaine Lumineuse, situé dans le quartier de Hanoukope à Lomé. Ce projet favorisera un aménagement urbain tenant compte de la nécessité de faciliter le développement futur de la ville, autour notamment des sièges des institutions déjà installées dans cette zone. Les 2 derniers projets de décret sont relatifs aux travaux de construction de centrales solaires à Salimde, dans la préfecture de Tchaoudjo, et à Awandjelo, dans la préfecture de Lakosa. La construction de ces 2 centrales solaires permettra de compléter la stratégie de diversification et d'augmentation de la production d'énergie de notre pays, dans la droite ligne de la mise en service récente de la centrale Kekeli
et celle à venir de la centrale solaire de Blita. L'adoption de ces projets de décret permettra le démarrage des procédures d'indemnisation et d'expropriation en vue de sécuriser les périmètres des sites identifiés. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication sur le processus d'élaboration de l'avant-projet de loi portant nouveau code de procédure pénale, présenté par le ministre de la Justice et de la Législation. L'élaboration de cet avant-projet de loi permettra à notre pays de se doter d'un nouveau code de procédure pénale innovant qui s'inscrit dans la dynamique du vaste programme de modernisation de la justice. Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la participation du Togo à l'exposition universelle de Dubaï 2020, présentée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Notre pays a été invité à participer à cette exposition universelle qui se tiendra en fin de cette année à Dubaï. Cette participation permettra au Togo de mettre en avant ses initiatives en matière d'attraction des investissements et de mise en œuvre de projets innovants utilisant notamment le numérique. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la participation du Togo aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, présentée par le ministre des Sports et des Loisirs. Les Jeux olympiques et paralympiques qui avaient été reportés en raison de la crise sanitaire au coronavirus sont prévus cette année à partir du mois de juillet à Tokyo, au Japon. La communication a permis de présenter au Conseil l'état de préparation de notre pays pour cette grande compétition. Le Conseil a écouté une dernière communication relative à la révision de la charte des très petites et moyennes entreprises, TPME, présentée par le ministre auprès du président de la République chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. La charte des TPME est un document qui présente les critères de classification et les mesures de soutien à ces entreprises. Face aux obstacles qui empêchent une véritable expansion et accroissement des capacités entrepreneuriales des populations, il est apparu nécessaire de réviser la charte actuelle afin de l'adapter au contexte économique et social présent. Au titre des divers, Madame le Premier ministre a félicité au nom du gouvernement Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'inauguration récente de la plateforme industrielle d'Adétikopé, symbole de la transformation économique en marche dans notre pays. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Esozimna Gnassingbé, a salué la qualité des partenariats qui ont permis ce résultat et a encouragé les membres du gouvernement à redoubler d'ardeur pour amplifier les impacts au bénéfice des populations. Fait à Lomé le 16 juin 2021, le Conseil des ministres. Et à la fin du compte-rendu du Conseil des ministres, professeur Akoda Iwadan a répondu aux préoccupations des journalistes, notamment celles liées au projet de réaménagement du carrefour de la fontaine lumineuse d'Ahanukopé. Qu'est-ce qui est concrètement prévu et quel sort est réservé aux services administratifs de la zone tels que le site du commissariat central de la ville de Lomé? Je vous propose un extrait de la réponse du ministre. Le projet de décret qui concerne la zone autour de la fontaine lumineuse mérite d'être précisé. Je pense qu'il faut d'abord identifier, autour de la fontaine lumineuse d'Ahanukopé, on va dire 4 zones. On va avoir la zone de la gendarmerie, on va avoir la zone des institutions financières, on va avoir le commissariat central et on va avoir la zone qui hébergeait l'école primaire. Le projet qui a été discuté en Conseil des ministres aujourd'hui concerne pour le moment spécifiquement la zone de l'école primaire. Alors je n'ai pas la carte, sinon je vous la montrerai tout de suite. Donc c'est seulement cette zone-là qui est concernée aujourd'hui, puisque évidemment la zone de la gendarmerie appartient à l'État et n'a pas besoin d'être déclarée d'utilité publique. La zone du commissariat central appartient à un privé pour le moment et la zone des institutions internationales est déjà occupée par ailleurs.
Donc, sur cette zone spécifiquement, celle qui hébergeait notamment l'école primaire, l'État envisage, n'est-ce pas, d'exproprier, donc de rentrer en possession par le jeu du mécanisme d'expropriation pour utilité publique, et ensuite proposer des aménagements pour construire, on va dire, des infrastructures socio-économiques pour pouvoir exploiter de façon optimale toutes ces zones-là en lien avec les institutions financières qui sont installées. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la zone de la gendarmerie, il y a déjà un projet aussi qui va être déployé, toujours dans le cadre de cette réorganisation urbaine de ce quartier. Et vous suivrez en fin d'édition l'intégralité de ce point de presse. La recherche de consensus autour des sujets liés à l'organisation parfaite et réussie des régionales se poursuit. La concertation nationale entre les acteurs politiques était à sa 10e séance plénière ce mercredi. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. Ils sont au grand complet, une fois encore, pour aborder les dossiers relatifs à l'organisation prochaine des élections régionales, les toutes premières au Togo. Ces leaders politiques réunis au sein de la CNAP, concertation nationale entre acteurs politiques, tiennent la 10e séance plénière. Les échanges portent sur les apports de chaque acteur en vue de trouver un consensus pour la bonne tenue du scrutin prévu pour l'année 2021. Bien qu'aucune date officielle ne soit encore retenue pour ces consultations électorales, la CNAP semble évoluer dans le processus d'organisation et de supervision de ces élections. Des élections qui viendront boucler définitivement le processus de décentralisation au Togo. Les travaux se poursuivent à huis clos, sous la coprésidence de l'Union pour la République Unir et de l'UFC, Union des forces de changement. Tout se déroule en présence du commissaire du gouvernement, Payado Aboukessi, ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation. Il fait également office de rapporteur général de la CNAP. Ces élections permettront aux Togolais de choisir les conseillers régionaux. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 11e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain jeudi 17 juin 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, je vous annonçais donc l'ouverture de la première session des assises 2021-2022 de la Cour d'appel de Kara. Durant 3 semaines, elle va examiner les dossiers de personnes soupçonnées d'être auteurs d'actes criminels. Les précisions avec Nestor Mozo depuis Kara. La Cour d'appel de Kara renoue avec les sessions des assises. En 2020, les assises de cette institution n'ont pas pu se tenir à cause des difficultés budgétaires auxquelles s'ajoute la pandémie du Covid-19. Les assises consistent au jugement des personnes qui ont été appréhendées pour des actes qualifiés de crimes. Pour la première session de l'année judiciaire 2021-2022, la Cour d'appel de Kara a inscrit 30 dossiers au rôle répartis par infraction comme suit. Assassinat 5 dossiers, tentative d'assassinat 1, meurtre 4, tentative de meurtre 1 dossier, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention d'homicide 4, viol sur mineur 3, pédophilie 7, vol aggravé ou à main armée 2 et les violences aggravées 1 dossier. Si ces infractions, traditionnellement connues de nos assises, continuent d'accroître ou ne baissent pas en nombre, nous devons comprendre que les sanctions pénales n'ont pas pu dissuader les potentiels auteurs. C'est pourquoi je pense que le caractère sérieux des assises doit nous guider. Jurés, avocats généraux, juges et assesseurs qui siégeront à ne pas les transformer en une simple formalité, là où on ne peut prononcer que les peines reflétant la gravité des faits. Il ne s'agit pas de condamner un innocent, mais ne pas se montrer complaisant lorsque les faits sont établis et graves. Le président de la Cour d'appel de Kara, à l'ouverture des assises, s'est montré rassurant en soulignant que ce prétoire va s'atteler à rendre une justice plus efficace, lisible et moins onéreuse, malgré toutes les pesanteurs sociales. La justice est très exigeante. C'est la raison pour laquelle elle fait l'objet des réactions contrastées de la part de ses bénéficiaires. Le sage ne disait-il pas que la justice élève la nation,
et le vice est la honte des peuples. Pour répondre à ce besoin de justice, nous devons abandonner les pratiques rétrogrades de la méfiance, des scandales, de la partialité et de la corruption pour nous engager résolument sur le chemin de la responsabilité, de l'honneur, de la probité et de l'indépendance. Cette première session des assises de la Cour d'appel de Kara va s'étaler sur 3 semaines. Commencée ce 14 juin, elle va prendre fin le 2 juillet. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP a recommandé la mise en œuvre de meilleures mesures d'hygiène dans les unités industrielles du pays. Recommandation faite depuis 2016. Quel est alors l'état des lieux 5 ans après? Une mission de l'agence était sur le terrain. Immaculée Baoué-Abalo et Clarisse Atikle pour le compte rendu. À partir de ce tableau, tout le système de gestion des déchets de cette usine de fabrication d'huile est présenté aux visiteurs. Et les visiteurs de ce matin, ce sont les éléments de la brigade de la salubrité publique ANASAP. Une descente sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective des différentes recommandations liées à la gestion des déchets solides et liquides. Les premières visitées reçoivent déjà mention peuvent mieux faire. En 2017, par rapport aux unités industrielles, il y a un rapport qui a été rédigé, assorti de recommandations et envoyé aux responsables des structures pour la mise en œuvre. Donc 3 ou 4 ans aujourd'hui après ces rapports, la NASAP a jugé utile de revenir sur le terrain et de voir si les recommandations envoyées ont été prises en compte pour l'amélioration de l'assainissement et de la salubrité au sein des unités industrielles. À terme, il sera question d'amener les responsables à améliorer la salubrité et l'hygiène au sein de leurs unités industrielles et protéger leur environnement immédiat. La démarche est bien appréciée par tous. Ce passage nous a permis de suivre un peu l'évaluation des recommandations qui ont été faites il y a 3 ans derrière sur un certain nombre de points qui doivent faire l'objet effectivement d'amélioration. Nous avons reçu la visite de la NASAT pour le contrôle et nous saluons déjà cette démarche qui s'inscrit également dans l'amélioration continue qui permet aux structures de se réorganiser. Nous sommes heureux parce que nous sommes sortis avec pratiquement plus de 60 à 65% des revendications qu'ils nous ont données et donc il nous reste à parfaire. Nous leur avons promis de toujours travailler de concert avec eux pour essayer de voir avec le contexte actuel comment on peut évoluer pour être vraiment dans les normes. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, a pour rôle principal d'instaurer et de maintenir un meilleur cadre de vie favorable au bien-être et à l'épanouissement des populations. Et évoquant santé toujours avec la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui bat toujours son plein. Et en dépit des informations contradictoires sur les réseaux sociaux, les populations répondent au rendez-vous de la 2e dose anti-Covid. Du centre médico-social d'Elavagnon à celui d'Aguanivé, tous les Togolais s'accordent sur un point, la santé avant tout. Solange Amandé, Clarisse Atikle pour le compte rendu. Depuis 2 jours, Nimeyendu, 40 ans, a reçu un message sur son téléphone portable pour sa 2e dose d'AstraZeneca. Et ce matin, sous un ciel nuageux et menaçant, elle répond au rendez-vous. Ici, au centre médico-social d'Aguanivé, après vérification et enregistrement, Nimeyendu s'exécute. On m'a envoyé le message pour venir faire la 2e dose à cause de ma santé. Et je suis fière d'avoir 2e dose. Je vais inviter tous mes camarades de venir faire le vaccin de Covid-19 pour être en bonne santé et d'être protégés. Contrairement à Nimeyendu, cette mère de famille ne prendra pas sa 2e dose. Elle devra encore attendre le mobile. Elle a reçu sa première dose le 3 mai. Donc ça doit faire au moins 7 semaines à 8 semaines avant la 2e dose. Elle doit revenir le 3 juillet pour la 2e dose. C'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu recevoir sa 2e dose. Dans ce centre médico-social d'Aguanivé, beaucoup ont fait le déplacement et reçoivent sans gêne leur 2e dose. Je suis venue pour cette 2e dose pour pouvoir vraiment lutter contre la pandémie qui sévit actuellement. L'accueil est chaleureux et j'invite tout le monde de venir faire comme moi et retrouver notre vie d'avant, quoi.
Des rumeurs appelant au boycott de l'opération de vaccination n'auront donc pas eu d'effet. Les citoyens et les agents de santé s'en réjouissent. Tout se déroule très bien. Nous lançons un appel à tous ceux qui se réservent encore pour faire leur seconde dose. C'est très important. C'est leur seconde dose là qui va mieux les protéger. Donc ils n'ont qu'à faire un effort, venir faire leur seconde dose pour qu'on puisse en finir avec Covid. Toucher un plus grand nombre de Togolais vaccinés, tel est le souhait du gouvernement pour justement atteindre l'immunité collective. Et même si le vaccin constitue une lumière au bout du tunnel, le respect des mesures barrières reste la règle d'or. Et à ce jour du mercredi 16 juin 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 669, 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 324. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 218 et le nombre de décès est de 127. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la crise sanitaire, sachez, nous vous apprenons donc cette bonne nouvelle pour les Français et surtout pour ceux qui voudront se rendre en France. Le port de masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès demain 17 juin, sauf exception, et le couvre-feu sera levé dès dimanche prochain. Et c'est une annonce faite ce mercredi par le Premier ministre français Jean Castex au vu de la baisse des contaminations. Le 14 juin était célébré un geste noble, voire salutaire, le don de sang. Un geste qui sauve des vies et que plusieurs sont appelés une fois encore à réitérer. Et ils étaient présents le 14 juin donc au centre de transfusion sanguine pour cela. Le compte rendu avec Dodo. Ouais. Il est 14h et plus de 200 poches de sang sont déjà collectées ici au Centre national de transfusion sanguine. Un record. En effet, c'est une journée particulière et l'infirmier Tassou semble être débordé. Il est en train de faire 2 prélèvements en même temps. C'est à cause de la journée qu'on a assez du monde, puisque habituellement, il faut faire au moins 100 à 150 dons par jour. Et nous allons jusqu'à 18 heures. Voilà que nous sommes dans les 14 heures, on est dans les 200. Dehors, d'autres attendent impatiemment pour être prélevés. Rodolphe, par exemple, fait partie d'un groupe de jeunes qui se mobilisent pour donner de leur sang. On a créé un club 25. Donc c'est des jeunes qui promettent, qui ont déjà 18 ans, qui promettent de donner au moins 25 fois le don, 25 fois le sang, avant l'âge de 25 ans. Depuis 2014, je suis régulier. Anciens comme nouveaux donneurs, tous sont là pour accomplir ce noble acte de solidarité. Je l'ai fait depuis mes 19 ans. Je considère que c'est un acte assez important puisqu'il permet d'apporter sa contribution à la santé de quelqu'un et qui que ce soit. Donc voilà pourquoi je pose cet acte, pas que le jour de la journée mondiale, mais chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Puis je donne le sang, c'est pour sauver les vies humaines. Savoir que mon sang contribue à sauver une vie quelque part, c'est une fierté et j'en suis tellement fière. Oui. Il n'y a pas de danger à donner son sang. De l'enregistrement en passant par la consultation et le prélèvement, il faut au minimum 45 minutes pour donner du sang. Le prélèvement se fait avec beaucoup de précautions. Il y a eu un système de s'asseoir dans le lit. Donc on lui montre comment s'installer pour qu'il ne bascule pas. Après on le met en confiance. On prend le cutus pour s'assurer que c'est vraiment son nom qui est inscrit. Et maintenant sur le cutus, il y a le type de poche choisi. Ça c'est choisi au niveau de la salle de consultation. Et maintenant, on se conformise aussi pour voir les étiquettes. Est-ce que c'est conforme avant de lui prendre maintenant la veine et prélever. Le sang prélevé suit certaines transformations. Des analyses sérologiques sont effectuées avant la séparation du sang en différents constituants.
Des analyses qui coûtent cher au Centre national de transfusion sanguine qui pour l'instant ne satisfait que 68% des besoins en sang. Le Togo est à une couverture de 68,71%. Et en ces moments-ci, nous collectons à moins de 70 à 80 poches par jour. Normalement, nous devons collecter 1000 poches par semaine, ce qui fait 4000 par mois. Donc si nous arrivons à collecter les 4000 par mois, nous serons en mesure de pouvoir satisfaire tous les besoins sur le territoire national. Mais tel n'est pas le cas actuellement. L'appel est donc lancé pour pallier d'éventuelles urgences. Donneurs et non-donneurs doivent se mobiliser, même après la journée mondiale de don de sang, pour que plus aucune vie ne périsse faute de sang. Et ce 16 juin est célébrée la journée internationale de l'enfant africain. Et pour donc marquer la journée et surtout soutenir les efforts du gouvernement dans la prise en charge des enfants défavorisés, l'ambassade de Chine a offert un lot de vivres et de non-vivres aux pensionnaires de plusieurs orphelinats de Lomé. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabidé et Yasmine Kodia. D'enfants SOS de Lomé, on célèbre la journée de l'enfant africain dans la gaieté. Et pour la circonstance, un geste de cœur traduit en don de vivres et non-vivres de l'ambassade de Chine au Togo pour soutenir le gouvernement togolais dans la lutte pour la protection, l'éducation et la garantie de meilleures conditions de vie aux enfants. L'ambassade a organisé cette manifestation pour afficher notre solidarité et notre accompagnement vis-à-vis des enfants en situation vulnérable. Grâce au soutien du ministère de l'Action sociale, de la promotion des femmes et de l'alphabétisation. Cette année, nous allons poursuivre cet engagement pour apporter notre contribution et notre soutien aux couches sociales locales. Le sentiment du Togo en recevant le don de l'ambassade de la République populaire de Chine au Togo, c'est un sentiment de reconnaissance, de gratitude envers l'ambassadeur de Chine au Togo, qui n'est pas à son premier geste. Le donateur s'est aussi intéressé à la santé de ces êtres fragiles. Ils ont eu droit à des consultations et soins médicaux. Les responsables des lieux n'en demandent pas mieux. Tout a commencé avec quelques fournitures scolaires qui étaient en fait à une rentrée scolaire. Et avec le temps, maintenant, ça se consolide. Et au jour d'aujourd'hui, ça s'est enrichi par la visite de la consultation médicale. Donc c'est une grande satisfaction. Dans les prochains jours, l'ambassade de Chine au Togo compte mener des actions similaires dans d'autres orphelinats du pays. Le 11 avril dernier est décédé le recteur chancelier Ampa Goumalon Johnson et le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe a adressé un message, un tweet, de message de compassion à la famille éplorée, un message qui dit ce qui suit. J'ai appris avec une vive émotion le décès du chancelier des universités Ampa Johnson. Ce grand universitaire a contribué à la formation de l'élite togolaise et à la modernisation de l'université de Lomé dont il fut le recteur. Au nom du peuple togolais, en mon nom propre, j'adresse à sa famille biologique et au monde universitaire mes sincères condoléances. Fin de citation. Et sachez que demain, jeudi 17 juin, un hommage sera rendu donc au chancelier. Un hommage lui sera donc rendu par sa famille universitaire et ce sera à l'université de Lomé. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité du point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je suis Carlos Tobias, directeur de publication du journal Full News. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que l'État togolais décide de céder ses actions dans le capital du MIFA. La possibilité pour l'État de céder ses actions dans le MIFA. Peut-être qu'il faut revenir d'abord sur le mécanisme lui-même pour l'expliquer. Vous savez, le MIFA part d'un constat très simple. La mise en place de ce mécanisme part d'un constat très simple. C'est le défaut de financement du secteur agricole. Notre secteur agricole
était jusqu'alors sous-financé. Les raisons sont connues. D'abord, l'on reproche, ou en tout cas les financiers institutionnels reprochaient au secteur agricole une propension à être dans l'informel, une certaine incapacité à proposer des garanties, ce qui fait que ce secteur, qui pourtant emploie un nombre très important de nos concitoyens, était simplement sous-financé. Donc, l'État togolais a décidé de mettre en place un mécanisme pour pouvoir apporter non seulement du financement, mais aussi des mécanismes assurantiels. Et là-dessus, il a fallu réunir autour de la table des privés et l'État dans un partenariat public-privé pour mettre en place ce mécanisme incitatif de financement. Et là-dessus, il y a un élément déterminant à rappeler, c'est que le chef de l'État a insisté pour que des partenaires privés togolais fassent partie du tour de table dès l'origine. Ce qui fait que si vous retrouvez l'actionnariat à la base du MIFA, il y a des Togolais. D'ailleurs, la Fédération des groupements des cotonculteurs fait partie de cet actionnariat-là. Donc, une fois que le processus est lancé, l'on a, à la lumière de l'expérience, constaté que les objectifs qui étaient assignés n'étaient pas atteints. Donc, il fallait redresser le tir et optimiser la participation des uns des autres pour que la nouvelle trajectoire qui est assignée à l'économie togolaise, notamment par une certaine industrialisation, puisse trouver les intrants provenant des agriculteurs. Donc c'est l'une des raisons qui a motivé l'État à aller rechercher des partenaires stratégiques qui sont capables d'apporter une plus-value à ce mécanisme-là pour atteindre une échelle encore plus élevée. Donc l'élément déterminant dans l'ouverture du capital, c'est celui-là. Je suis Arona Isaka de la télévision togolaise TVT. Vous l'avez souligné, il y a la Fédération des cotonculteurs qui en fait partie. Et au-delà, il y a le secteur privé et extérieur qui a été sollicité. Est-ce que cela veut dire qu'au niveau du Togo, il n'y a pas le secteur privé d'autres domaines qui pouvaient faire l'affaire pour que cette cessation soit totalement togolaise? En réalité, dès l'origine, le secteur privé national faisait partie du tour de table, comme je le disais. On avait certains de nos compatriotes qui faisaient partie de l'actionnariat. Évidemment, pour avancer, il faut beaucoup plus de moyens au regard des engagements qui sont ceux de la feuille de route gouvernementale aujourd'hui. Alors, vous l'avez bien noté, les cotonculteurs restent dans l'actionnariat, l'État togolais est dans l'actionnariat et l'État togolais conserve, n'est-ce pas, ses parts pour pouvoir les mettre à la disposition du secteur privé national. Aujourd'hui, si l'un de nos compatriotes est en mesure d'apporter ou en tout cas de rentrer dans le capital, les portes sont grandes ouvertes parce que, comme on l'a dit, l'État togolais n'a pas vocation à demeurer indéfiniment dans ce mécanisme-là. L'idée, c'est de donner l'opportunité justement au secteur privé national d'occuper cette place-là pour pouvoir continuer à accompagner les agriculteurs de notre pays. Je suis Charlotte Guézéré, journaliste présentatrice à la télévision NIWOD. Ma question concerne le projet de décret relatif aux travaux d'aménagement de la fontaine lumineuse d'Ahanukopé. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu et quel sort est réservé aux services administratifs de la zone, tels que le commissariat central de la ville de Lomé? Le projet de décret qui concerne la zone autour de la fontaine lumineuse mérite d'être précisé. Je pense qu'il faut d'abord identifier, autour de la fontaine lumineuse d'Ahanukopé, on va dire 4 zones. On va avoir la zone de la gendarmerie, on va avoir la zone des institutions financières, on va avoir le commissariat central et on va avoir la zone qui hébergeait l'école primaire. Le projet qui a été discuté en Conseil des ministres aujourd'hui concerne pour le moment spécifiquement la zone de l'école primaire. Alors je n'ai pas la carte, sinon je vous la montrerai tout de suite. Donc c'est seulement cette zone-là qui est concernée aujourd'hui, puisque évidemment la zone de la gendarmerie appartient à l'État
et n'a pas besoin d'être déclarée d'utilité publique. La zone du commissariat central appartient à un privé pour le moment et la zone des institutions internationales est déjà occupée par ailleurs. Donc, sur cette zone spécifiquement, celle qui hébergeait notamment l'école primaire, l'État envisage, n'est-ce pas, d'exproprier, donc de rentrer en possession par le jeu du mécanisme d'expropriation pour utilité publique et ensuite proposer des aménagements pour construire, on va dire, des infrastructures socio-économiques pour pouvoir exploiter de façon optimale toutes ces zones-là en lien avec les institutions financières qui sont installées. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la zone de la gendarmerie, il y a déjà un projet aussi qui va être déployé, toujours dans le cadre de cette réorganisation urbaine de ce quartier. Je suis Bernard Afanoubo, directeur de publication du site Togo dailynews.info. Ma question est la suivante. Généralement, nous entendons parler de petites et moyennes entreprises. Maintenant, aujourd'hui, on entend très petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par des très petites et moyennes entreprises? La communication en question avait effectivement pour objet de réviser la charte des très petites et moyennes, des très petites et moyennes entreprises. Justement parce qu'aujourd'hui, il y a un flou sur les critères d'identification des très petites, des petites et des moyennes entreprises. Vous savez, lorsque vous prenez le code de l'investissement, vous avez des critères qui proposent le classement des entreprises. Lorsque vous prenez l'acte uniforme portant sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, il y a des critères pour identifier les petites et les moyennes entreprises. Lorsque vous prenez les critères de la CEDEAO, de la Banque mondiale, etc., il y a d'autres critères. Donc, face à cette diversité de sources, finalement, il y avait une réelle difficulté à identifier ce qu'on pouvait appeler les très petites, les petites et les moyennes entreprises. La conséquence de ce flou, c'est que lorsque vous sollicitez un financement, vous ne saviez pas dans quelle case vous étiez concrètement pour obtenir ce financement, selon que vous êtes devant la Banque mondiale, selon que vous postulez pour un financement de l'UEMOA, de la CEDEAO, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier clairement des seuils. On a déjà des seuils de 0 à 30 millions, vous êtes petite ou moyenne entreprise, de 30 millions à 150 millions, etc. Mais d'identifier des seuils en lien avec ce qui est proposé par l'UEMOA, la CEDEAO, la Banque mondiale, et peut-être même en regardant autour de nous ce qui se fait pour avoir des critères objectifs, clairs et cohérents qui permettent à nos entrepreneurs de pouvoir postuler à des financements, que ce soit à l'interne ou alors d'un point de vue sous-régional et même d'un point de vue international. Donc, le but de la communication, c'est de demander l'autorisation pour faire ce travail-là d'harmonisation des critères de classification. On sait que le Togo fait de plus en plus dans l'énergie propre. Qu'est-ce que ces deux centrales vont apporter dans la production d'énergie propre au Togo? Notre pays s'est engagé, et c'est peut-être l'un des seuls de la sous-région, à augmenter de façon significative sa production d'énergie propre. Et je peux vous donner les chiffres dès maintenant. D'ici 2030, l'engagement de l'État togolais, c'est d'avoir 50% d'énergie propre dans l'énergie que nous consommons sur le territoire national. Donc, d'être à 50% d'énergie propre et à 50% d'énergie fossile. Les centrales de Salimdé et celles d'Awandjelo rentrent dans cette stratégie. À Salimdé, nous ambitionnons d'avoir 50 MW de production solaire. À Awandjelo, pareil, l'ambition de l'État, c'est de pouvoir proposer 50 MW de solaire. Et tout cela vient corroborer cette diversification. L'on a vu qu'avec Kekeli, on est sur un système binaire et Blita, la centrale solaire de Blita, qui va être mise en service dans les jours à venir, elle aussi, elle est sur de l'énergie solaire. Donc, l'ambition du Togo est véritablement de promouvoir les énergies renouvelables, notamment pour assurer l'autonomie énergétique, parce que si nous nous engageons dans cette voie
de l'industrialisation, il faut avoir de l'énergie. Mais un autre élément qui est déterminant et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette énergie est d'abord destinée à être proche des populations et pouvoir alimenter les foyers autour avant de servir à l'industrie. L'adoption du nouveau code de procédure pénale, qu'est-ce qui nécessite cette action à l'heure actuelle? Le code de procédure pénale vient encadrer la procédure pénale de façon générale. Et notre pays s'est engagé depuis 2005 dans un processus de modernisation de la justice. Et aujourd'hui, il est apparu très clairement que le code de procédure pénale que nous utilisons ne permet pas de répondre à toutes les questions. Il date de 1983. Et des questions nouvelles sont apparues depuis lors. Le processus de révision a commencé depuis un moment et est passé par plusieurs étapes. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est plus vers la fin de la rédaction de ce projet de loi. Et le ministre de la Justice a proposé cette présentation pour informer le Conseil de ce que le Code de procédure pénale n'est pas loin d'être prêt et qu'il va permettre de répondre aux insuffisances que l'on a pu noter sur l'ancien Code de procédure pénale, notamment concernant la garde à vue, par exemple, les peines alternatives à la prison, l'encadrement de la période d'emprisonnement. Donc, tous ces éléments-là trouveront réponse dans le prochain Code de procédure pénale. Participation du Togo aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Combien d'athlètes vont représenter le Togo aux JO prochains? Aussi, avez-vous le sentiment, Monsieur le ministre, que le Togo a de fortes chances de remporter des médailles? Aujourd'hui, nous avons, pour les Jeux olympiques, parce qu'il faut distinguer entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, pour les Jeux olympiques, nous avons une athlète qui est qualifiée directement. Il s'agit de Madame Aïvon, qui est qualifiée en aviron. Son classement, elle est deuxième au plan des classements africains. Et nous avons 4 autres athlètes qui vont nous représenter aux Jeux olympiques, qui, eux, sont invités. Ils sont invités par le jeu de la solidarité olympique. Donc, il y a 2 voies de participation, la qualification directe et la qualification par les invitations ou la solidarité olympique. Donc, de ce point de vue, vous me demandiez si nous avions des chances de remporter des médailles au regard du niveau de préparation. Alors, les 4 athlètes qui sont qualifiés par le jeu de la solidarité olympique sont des boursiers de l'olympisme. Donc aujourd'hui, ils se préparent à l'étranger, dans des structures dédiées. L'athlète togolaise qui est qualifiée directement se prépare au Togo et elle est accompagnée notamment par le ministère des Sports, par le Comité national olympique et par des mécènes, le PNUD aussi par exemple, en tout cas il me semble, l'accompagne. Est-ce que nous avons des chances de médaille? Moi je pense qu'il faut espérer. Si je cite l'exemple de la médaille de M. Boukpeti, M. Boukpeti a été invité par la solidarité olympique. Il est revenu avec une médaille. Donc nous partons avec la ferme ambition de revenir avec une médaille. Pour ce qui est des Jeux paralympiques, nous avons Mme Kabissa, qui est qualifiée directement, là aussi, en athlétisme, par athlétisme, et M. Bawa, qui est qualifié par le jeu de la solidarité olympique, qui vient de recevoir une invitation pour participer aux Jeux olympiques. Bon, au regard des niveaux de participation, là aussi, nous pouvons espérer. Et ce communiqué pour terminer à présent. Dans le cadre de sa mission, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun poursuit la mise en œuvre de son programme de réparation. À cet effet et à cet égard, il tiendra une session d'indemnisation du 22 au 26 juin 2021 pour les victimes de la région maritime à son siège 6 à Lomé.
Sisalomé, cité Oya, en face de la Cour constitutionnelle. La liste des victimes retenues pour cette étape est disponible sur le site web du HCROUN, le www.hcroun-tg.org. Elle est également affichée dans les bureaux des préfectures et des mairies concernées. Le HCROUN invite donc les victimes à se munir de l'une des pièces suivantes: un passeport, une carte nationale d'identité, une carte d'électeur ou un permis de conduire. Par ailleurs, le HCROUN informe que les opérations d'indemnisation se dérouleront dans le respect scrupuleux des mesures barrières à la COVID-19. Et enfin, le HCROUN prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés de ne pas faire le déplacement à son siège et apprécie leur patience à attendre leur indemnisation le moment venu. Et voilà, c'est sur ce communiqué du HCROUN donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.